Mesdames et messieurs, merci de votre présence encore une fois au CHPM. Merci Alexandre pour rendre possible l'organisation de ces événements. Et mon sujet, celui que je vous introduis aujourd'hui, c'est celui du blackout. Donc en français, un blackout, c'est une interruption de l'approvisionnement en électricité. C'est une interruption qui peut durer à la fois quelques minutes ou bien jusqu'à quelques jours. Elle dépend, son aire géographique bien sûr peut s'étendre de la commune, de la maison jusqu'au pays entier. C'est un phénomène qui est déjà arrivé et aujourd'hui le blackout est considéré comme étant un des risques les plus importants pour la Suisse. Pourtant, mis à part quelques couvertures médiatiques disparates, comme par exemple en mai dernier dans le matin dimanche, on en parle très peu. Ce qui est intéressant avec le blackout, dans le cadre de la surprise stratégique, c'est-à-dire dans le cadre de l'esprit de Pearl Harbor, c'est que la survenance de ce risque-là peut constituer une surprise stratégique et voire même une rupture stratégique. La différence entre la surprise et la rupture stratégique, la surprise est une mise en danger temporaire de la capacité de l'État à assumer ses missions ou à son existence. La rupture stratégique est un changement drastique de la situation stratégique qui redistribue les cartes. Quelques éléments sur les causes d'un blackout. Comment est-ce que l'approvisionnement en électricité peut être interrompu? Tout d'abord, nous avons les catastrophes naturelles. On va de la tempête de neige jusqu'aux inondations, en passant par des tempêtes solaires également. On a d'autres événements qui peuvent mettre à mal un réseau en coupant les lignes ou en rendant les capacités de production non faisables. Secondement, tout ce qui concerne les catastrophes techniques, c'est-à-dire les catastrophes à l'intérieur des capacités de production et des réseaux de distribution. On a ici soit les surcharges du réseau, on a jusqu'aux problèmes techniques et informatiques, et dans une certaine mesure, on peut avoir de l'erreur des opérateurs humains. Et enfin, on a tout ce qui concerne les risques et des menaces d'origine humaine. On va du sabotage au terrorisme, en passant par la cyberattaque, les armes électromagnétiques, etc. Alors, blackout. Aujourd'hui, l'approvisionnement de l'électricité est considéré comme un garantie en Suisse et à l'étranger. Les perturbations en celui-ci sont très rares, et lorsqu'elles le sont, pour prendre le cas de Genève, même si la population est informée d'une interruption de l'approvisionnement de l'électricité de 4 heures dans un secteur particulier, dans un quartier, le nombre d'appels que reçoit la centrale des services industriels de Genève est étonnant et indique que nous ne sommes pas préparés à faire face à une situation sans électricité. Pourtant, en Suisse, en 2003, nous avons connu un blackout, et en particulier la région genevoise, sur une période de 4 à 8 heures et jusqu'à 24 heures en Italie, avec 56 millions de personnes touchées, et c'est un cas massif pour l'Europe. Mais en Inde, on a eu la situation la plus étonnante de blackout qui a existé jusqu'à présent, avec 24 heures de blackout et 650 millions de personnes touchées en 2012. Au Venezuela, le printemps dernier, un blackout sous résultat de la convergence à la fois d'un réseau défaillant et mal entretenu et probablement d'une cyberattaque américaine a causé 7, puis 3 jours, puis après plusieurs jours isolés, d'interruption de l'approvisionnement d'électricité dans le pays qui était déjà fortement fragilisé, avec des dizaines de morts à la clé, en particulier dans les hôpitaux. Et c'est le blackout le plus important de l'histoire aujourd'hui, avec 3,8 milliards d'heures consommateurs de fourniture d'électricité qui ont été perdues. Et enfin, il y a moins de 3 semaines, au Québec, le 1er novembre, un blackout de 1 à 6 jours, avec 1 million de personnes touchées. Ici également une catastrophe naturelle pour une région qui a l'habitude d'être confrontée à ce genre de risque. Alors, pourquoi est-ce que le secteur de l'électricité est particulièrement important? L'Office de protection de la population, en 2010, a fait une analyse de criticité dans les secteurs critiques, ce qui veut dire une analyse de dans quelle mesure un secteur critique est-il important par rapport à un autre. Cette analyse-là a permis de mettre en évidence les secteurs les plus importants, c'est-à-dire dont le fonctionnement est capital pour le fonctionnement du reste du pays. Et l'analyse donnait un tableau de ce type-là que j'ai synthétisé de la manière suivante.
Et l'approvisionnement électrique, ici, est le secteur qui est le plus critique pour tous les autres secteurs importants dans le fonctionnement du pays, parce que c'est celui dont le fonctionnement est le plus nécessaire au fonctionnement de tous les autres. Il est suivi de près par d'autres secteurs qui dépendent également de l'électricité, qui sont les services de communication, les services d'instrumentation et de surveillance, et enfin tout ce qui est système informatique et de réseau. Cette analyse indique une chose, c'est que l'électricité est absolument nécessaire au fonctionnement du pays, que le pays ne peut pas fonctionner sans électricité dans une période relativement importante, et que celui-ci fait tomber 3 autres systèmes qui sont directement électrifiés, c'est-à-dire l'information, la télécommunication et l'instrumentation et la surveillance, et tout ce qui permet de faire fonctionner des installations critiques à distance. Alors, quelles en sont les conséquences? On a plusieurs éléments. Tout d'abord, des bouleversements socio-économiques. L'électricité s'arrête, les activités économiques en grande partie s'arrêtent aussi. Des complications opérationnelles pour pouvoir permettre le transport de biens et de services, notamment, ou d'ouvrir des accès qui étaient auparavant sécurisés avec des systèmes informatiques. Et enfin, des dangers physiques et sociaux. Sans rentrer dans l'ensemble de ceux-ci, il s'agit d'évoquer une autre chose avant de continuer. C'est qu'un blackout, on peut récupérer d'un blackout, et c'est ce que prévoient les plans de récupération et de contingence de la Confédération. Mais un impensé, c'est qu'un blackout peut nécessiter jusqu'à 2 ou 3 mois pour que la situation soit entièrement rétablie. La raison derrière ça, elle est technique et je ne vais pas m'y appesantir, mais concrètement, si les moyens de production sont endommagés ou si les transformateurs critiques sont endommagés, à ce moment-là, il est nécessaire de pouvoir reconstituer les stocks physiques de ces pièces d'infrastructure centrales afin de pouvoir rétablir l'électricité à l'ensemble du pays ou à l'ensemble du pays, moins des gros consommateurs. Les gros consommateurs sont les entreprises prioritaires dans l'approvisionnement d'électricité qui en ont besoin 24 heures sur 24. C'est aussi des consommateurs, des acteurs particuliers auxquels on peut couper le courant dans des cas critiques, mais ce sont des acteurs qui, en cas d'inactivité économique, peuvent mettre des centaines, voire des milliers de personnes au chômage technique. Une autre problématique du blackout, c'est celui du redémarrage du réseau. Et dans le temps, si on prend la difficulté de reconstruction et la durée, on a à peu près une situation de ce type-là qui se dessine. Parce que plus on attend pour reconstruire le réseau, moins les équipements, des sous-stations, des sous-transformateurs est alimenté avec des batteries ou d'alimentation d'urgence. Et du coup, il faut aller faire la reconstruction du réseau avec du personnel sur place, qu'il faut téléguider, qui nécessite donc un réseau de télécommunications qui fonctionne. Et plus on attend, plus cette autonomie disparaît et plus la capacité à reconstruire le réseau est difficile. La conséquence, c'est que potentiellement, dans des cas extrêmement critiques, mais qui sont très peu probables, mais techniquement possibles, eh bien, on ne peut pas reconstruire un réseau électrique. Pour comprendre les effets du blackout, je vous présente l'exemple suivant dans le secteur médical. On a un blackout. Celui-ci produit des perturbations ou l'arrêt des livraisons parce que le réseau de télécommunications ne permet plus la coordination des fournisseurs, que les feux de circulation ne fonctionnent plus et qu'on a des embouteillages ou des accidents sur les axes critiques. Les télécommunications sont HS et les acteurs ont éprouvé la difficulté à se coordonner dès lors que leur équipement d'urgence ne fonctionne plus. Des informations que j'avais reçues par rapport au réseau des services d'urgence Polycom, celui-ci dispose d'une journée et demie d'alimentation d'urgence. Alors peut-être que cette information a évolué depuis que je l'ai reçue, mais c'est une durée insuffisante pour faire face à un blackout de plus d'une journée et demie. Un blackout aussi provoque l'arrêt de toutes les pompes qui alimentent en eau et tous les circuits sous pression, qui disposent d'une alimentation d'urgence, mais généralement qui n'excède pas 3 heures pour les petites pompes et 2 jours pour les grands. Et enfin, provoque un épuisement graduel des services d'urgence qui sont débordés par toutes les personnes accidentées ou qui sont à récupérer dans soit dans des tunnels, dans des ascenseurs qui sont fermés ou en fait qui ont été blessés parce qu'ils n'ont plus accès à l'électricité. La conséquence des télécommunications hors service, c'est que les personnels ont une difficulté grandissante à se coordonner
Les arrêts des pompes, c'est la distribution de l'eau qui devient hors service rapidement, il y a un problème dans un hôpital qui nécessite une évacuation continue des déchets, surtout les matières fécales. Et enfin, le manque d'eau de refroidissement pour toutes les génératrices d'urgence. Au CHUV, il y a 4 ans, quand j'ai été visiter leur service technique qui était très fier de présenter leur génératrice 4, qui indiquait avoir suffisamment de carburant pour fonctionner 3 jours, mais qui avait un angle mort majeur sur la nécessité de l'eau de refroidissement pour pouvoir assurer le fonctionnement du système sur le long terme. Concrètement, ce qu'ils se sont rendus compte en faisant la présentation, c'est qu'ils devraient éteindre leur génératrice toutes les 4 heures pour que celle-ci puisse se refroidir. Ce qui pose des problématiques, bien sûr, sur la continuité d'activité en pleine opération à cœur ouvert. La problématique du manque d'eau de refroidissement, c'est qu'à terme, on peut attendre, comme du carburant, l'arrêt des génératrices de secours. Les perturbations à l'arrêt de livraison provoquent un épuisement très rapide des fournitures médicales et de la pharmacopée, qui là aussi fonctionne en flux tendu. Et du coup, on peut s'attendre, après quelques jours de blackout, à une crise sanitaire dans les hôpitaux, et ceci étant avec le présupposé que les personnels continuent de venir travailler dans les hôpitaux, alors que ceux-ci n'habitent peut-être pas forcément à côté des hôpitaux. Et on a l'ensemble des facteurs prémentionnés qui viennent alimenter cette crise sanitaire, notamment l'épuisement du personnel d'urgence. Ça, c'est un scénario qui est techniquement possible parce que les chaînes causales sont clairement identifiées, elles sont objectives. Après, il n'est peut-être pas probable et nous devons travailler à éviter qu'ils se produisent. Maintenant, si on fait une analyse plus systémique et plus globale de tous les risques et les dangers, sans rentrer dans tout ceci, je vais évoquer la périodisation qu'on peut en faire basée sur le rapport de l'Office allemand d'évaluation technologique qui est paru en 2011, qui a été mis à jour avec des entretiens d'experts. On peut présenter la périodicité suivante, avec la première apparition des risques et dangers. La première période qui va jusqu'à 2 heures est celle du dérangement, suivie de la période de la désorientation dans les services d'urgence et les individus, et enfin celui de la désorganisation jusqu'à 24 heures. Mais après 24 heures, on peut anticiper les éléments suivants. Tout d'abord, la désagrégation des services d'urgence et des services de première nécessité, des commerces qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'ils n'ont plus accès à de l'argent liquide ou que leurs terminaux de paiement ne fonctionnent plus, sans compter toutes les denrées alimentaires périssables qui sont plus réfrigérées ou plus congelées. La désintégration graduelle des services d'urgence basée sur l'épuisement professionnel, l'épuisement de la capacité de réserve, etc. Enfin, à partir de 8 jours, la dévastation, surtout basée sur l'épuisement de toutes les capacités de réserve des infrastructures critiques, c'est-à-dire qu'on a besoin absolument d'aide extérieure pour pouvoir restarter l'ensemble des infrastructures critiques dans le domaine touché. Parce que bien sûr, ce que je vous présente ici, et c'est une précision importante, c'est dans le cas d'un blackout à large échelle sur une zone qui ne peut pas avoir accès à des secours et de l'aide extérieure. Et enfin, la conséquence logique de ces chaînes causales, encore une fois techniquement possible, pas forcément probable, mais qu'on peut espérer, c'est la destruction de la société après un temps qui reste à déterminer, qui est incertain. Mais aujourd'hui, on a tellement de dépendance à l'électricité qu'on ne peut plus faire sans et on n'a plus les capacités de pouvoir passer à des systèmes non dépendants. La conséquence avec la surprise stratégique, c'est la suivante. C'est tout d'abord, c'est que l'évaluation du risque, elle se fait sur des scénarios qui sont politiquement décidés et pas techniquement possibles, et que par conséquent, la dernière évaluation qu'on a dans les contournements, c'est anticiper un blackout sur la plaque électrique européenne une fois tous les 100 ans de durée de 3 jours. Cette durée de 3 jours, elle est politiquement décidée, elle n'est pas techniquement évaluable pour pouvoir assurer que ce ne sera pas au-delà. Et aujourd'hui, quand la Confédération organise des exercices de conduite stratégique, on travaille avec des durées de blackout qui sont relativement réduites, également pour éviter de chambouler ce qu'on appelle le futur officiel. En prospective, il y a 2 notions importantes. On parle de futur possible et de futur officiel, enfin futur souhaitable, respectivement officiel. Et ce futur officiel est important parce qu'il vient s'inscrire dans une notion importante. D'abord, je vais vous en parler tout à l'heure, mais tout d'abord une notion importante sur la surprise stratégique. Elle est définie par Silberzahn et Milo comme étant la réalisation soudaine d'un non anticipé de risque majeur. Elle est stratégique si les intérêts de l'État et de l'organisation sont en jeu. Dans le cas d'un blackout, à large échelle, c'est un risque ou une attaque
qui vient mettre directement en jeu les intérêts vitaux de l'État. Mais les intérêts vitaux de l'État ne sont peut-être pas les intérêts des agents de l'État. On va le voir aussi pourquoi. Et bien sûr, un blackout peut mener à la rupture stratégique, car un blackout de 5 ou 6 jours peut détruire les infrastructures critiques d'un État ou sa capacité de production économique, et du coup le mettre en situation de faiblesse ou de subordination économique par rapport à un autre État qui vient d'apporter son aide. Et ça, c'est un impensé aujourd'hui, à ma connaissance, dans la réflexion stratégique en Suisse. Pour peu, bien sûr, qu'il existe une réflexion stratégique en Suisse. La Suisse étant un État extrêmement intéressant, car en ayant peu de réflexion stratégique, elle rend ses adversaires confus, parce que ceux-ci ne comprennent pas la stratégie de la Suisse. Alors, quelques éléments qui peuvent produire cette surprise stratégique qu'on n'a pas évoquée avant et qui sont non anticipés, c'est tout ce qui est tempête solaire, avec des possibilités de destruction des transformateurs avec des ondes électromagnétiques. On a les impulsions électromagnétiques des armes nucléaires, et il existe aujourd'hui des obus tactiques, donc qui peuvent être déployés uniquement pour les impulsions électromagnétiques. C'est partie du domaine du possible, pas forcément du probable, là aussi. Les cyberattaques graves qui permettent d'éteindre un pays à distance, et c'est aujourd'hui une possibilité technique. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu en Ukraine en 2015 et 2016. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, même si c'est peu théorisé, on peut parler de nouveaux équilibres de la terreur entre la capacité des États de pouvoir éteindre les pays respectifs. Donc, de toute façon, les infrastructures électriques aujourd'hui sont en grande partie vulnérables et sont déjà pénétrées par des agents de l'extérieur qui sont capables de les éteindre à distance. Parce que l'ensemble du réseau électrique, comme du réseau informatique, a été conçu sur une logique de profit et pas de sécurité dès le départ. Et qu'aujourd'hui, on essaie de remettre cette security by design dans les systèmes. Il y a bien sûr des destructions coordonnées, que ce soit des attaques stratégiques aériennes ou bien des attaques de destruction terroristes. Et ça, c'est déjà produit notamment aux États-Unis en 2015 avec l'attaque de Metcalfe, qui est une sous-station dont la destruction entière aurait plongé la Californie dans le noir. Et enfin, on a un facteur humain. Ce facteur humain, c'est celui-ci en fait, dans lequel je vais vous dire que les intérêts des agents de l'État ne sont peut-être pas les intérêts de l'État. Dans le facteur humain, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'expliquer la surprise stratégique. Ceci, c'est le modèle de la surprise stratégique de Silberzahn et Milo. C'est que l'identité des organisations de préparation et de gestion de crise peut être un facteur justement d'anticipation négative par rapport à des surprises stratégiques. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout d'abord de définir la surprise stratégique en ne se focalisant que sur les éléments militaires et non sur les éléments non militaires ou bien non sécuritaires dans le cadre de l'analyse de l'institution. Et ça amène à la non prise en compte d'événements critiques ou de ce qu'on appelle des acteurs non étatiques, notamment dans le cadre du BACAT, mais également dans d'autres cas de figure. On a bien sûr des dysfonctionnements bureaucratiques ou de la concurrence entre des institutions qui va freiner la diffusion d'informations avec du frein ou de la rétention d'informations. Les institutions ont tendance, par leur pratique de recrutement ou par en fait ce qu'elles représentent, à sélectionner des types d'individus à un profil particulier. La problématique, ce n'est pas d'avoir ces sélections, mais c'est que ça produit des homogénéisations de profils dans une même institution, avec du coup des biais cognitifs majeurs dans des individus qui occupent des positions à responsabilité et des angles morts qui du coup ne sont même pas reconnus en tant qu'angles morts. Et cette sélection d'un profil particulier, elle produit une distorsion de l'analyse. Et on a également tout ce qui est biais cognitifs et sociaux. Biais cognitifs, c'est tout ce qui, dans notre esprit, n'apparaît pas comme des risques parce que nous avons évolué de cette manière-là, indépendamment de la réalité du risque. Et sociaux, on a plusieurs choses, notamment le biais anthropique, qui est celui de croire que vu qu'aujourd'hui, tous les événements ont pu assurer la survie des populations jusqu'à présent, à ce moment-là, il ne devrait y avoir aucun autre élément qui devrait mettre en danger cette survie-là. Et ça, bien sûr, participe à la distorsion de l'analyse et à la non-détection des signaux faibles. Notamment, aujourd'hui en Suisse, c'est la dégradation graduelle du réseau électrique qui est thématisée par aucun acteur politique. Et tout ça, bien sûr, vient alimenter la surprise stratégique. Il y a d'autres facteurs, mais ça, c'est des facteurs humains particuliers qui sont peu traités, et en particulier la question de l'identité des organisations de la préparation et de la gestion de crise.
Et c'est-à-dire que dans certains cas, de manière non intentionnelle, les intérêts des agents de l'État, en particulier la sélection d'un profil de personnel particulier, ne participent pas à la protection des vrais intérêts de l'État, dans sa capacité à subsister. Du coup, comment réduire l'exposition à la surprise stratégique via justement ce facteur identitaire? Plusieurs éléments, c'est de transformer l'identité, voire les personnels des organisations de préparation et de gestion de crise, ce qui va devenir probablement une nécessité qui va s'imposer pour des problèmes de légitimité dans les 15 à 30 ans, étant donné la convergence des crises qu'a bien décrit David Horowitz. On a également de sensibiliser et entraîner les décideurs à faire face aux biais cognitifs et les biais sociaux qui devraient s'imposer dans les formations à la gestion de crise, car ces formations-là ont le biais suivant de donner l'impression de contrôle sur la crise alors qu'on se dirige dans des environnements dégradés dans lesquels la logique de la crise est dépassée par rapport à la logique de la dégradation. Et enfin, de renforcer significativement le réseau électrique et les infrastructures critiques. Pour aller plus loin, deux éléments. Tout d'abord, une conférence pour approfondir le risque de blackout qui a été filmée par l'équipe STIP, dont Pierre Dongaretti est le représentant ici. Et enfin, les deux articles, le dossier est un compendium d'articles paru dans la revue militaire suisse l'année dernière et cette année, qui sont disponibles ici. Et si vous voulez justement disposer de ces éléments-là, vous pouvez accéder à cette présentation via le lien qui est ici. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour merci pour votre attention et surtout pour votre intérêt pour la sécurité.